Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Laïcité, athéisme et auto-institution. Seconde partie. Vous disiez que la laïcité n'était pas la tolérance, en tout cas n'était pas réductible à la tolérance. Et ça frappe l'esprit du temps qui nous dit au contraire que la laïcité est la tolérance, c'est le principe du vivre ensemble, c'est la liberté pour toutes les religions de se déployer dans la société française. Et vous allez à contresens. Ce n'est pas complètement contradictoire. Le moment de la tolérance a préparé historiquement et philosophiquement le moment de la laïcité. Il faut quand même le rappeler avec Locke, etc. Donc je crois qu'on en a parlé au début de la première partie de notre entretien. Et principe de tolérance qui a émergé à partir de la guerre des religions. Voilà. Donc c'est quand même une expérience historique importante. Bon, non, ce que je veux dire, c'est que je parlais de droit de non-appartenance. Bon, quand on dit la laïcité, c'est souvent, quand on interroge même le personnel politique, la laïcité, c'est la liberté de croire, de ne pas croire. Il faut ajouter de changer. De changer de croyance ou de non-croyance. Donc d'être attentif aux critiques que l'on peut recevoir de sa croyance ou de sa non-croyance. Oui, et aussi, ça suppose un espace vide, un espace où on le fait le vide. C'est-à-dire que là, je retrouve l'idée que j'abordais tout à l'heure, c'est l'idée de la non-appartenance et la condition minimale, la condition zéro. Hein, on fait le vide. Et à ce moment-là, on va pouvoir greffer les appartenances sur ce moment zéro, si vous voulez. Alors, on va le dire de manière peut-être plus concrète et plus simple. Une association politique laïque ne se contente pas d'assurer la liberté de ceux qui se réclament de telle ou telle ou telle ou telle et telle appartenance. On peut les énumérer, bien sûr, dans une société donnée. Hein, mais elle va assurer la liberté de ceux qui n'en revendiquent aucune. Elle va assurer aussi la liberté de cela. Donc, la figure du non-croyant, je ne dis pas de l'athée, du non-croyant, c'est une fiction politique que je fais, est fondamentale. Ce n'est pas de l'interconvictionnel, la laïcité. On n'additionne pas les croyances, les adhésions, ou même les non-croyances pour les faire vivre ensemble. C'est déjà pas mal de le faire, ça, c'est ce que fait la tolérance. Mais on va aller encore plus loin. Le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. Quand je parle de l'appartenance religieuse, identitaire, l'identification à les adhésions irréfléchies, si vous voulez, les adhésions données. Subies. Bon, subies, revendiquées en tout cas. Bon, pourquoi pas? On a bien le droit de le faire. Non, le droit de non-appartenance ne se juxtapose pas au droit d'appartenance. La non-appartenance n'est pas une variante inverse de l'appartenance. C'en est la condition. Sans le droit à la non-appartenance, il n'y a pas d'appartenance valide. Nous sommes d'accord. C'est pour ça que j'ai ajouté à la formule qu'on entend partout, c'est le droit de croire, de ne pas croire, et de changer. Le droit de changer de croyance, le droit d'être non-croyant alors qu'on était croyant, le droit de devenir croyant alors qu'on était croyant. Donc il faut que vous assuriez le jeu, au sens mécanique du terme, J-E-U, de cette possibilité. Et la laïcité va faire ça. Donc, on va partir d'un zéro à ce moment-là. Mais je voulais rajouter aussi que quand on dit la liberté de croire ou de ne pas croire, on pense tout de suite à la religion, on pense tout de suite à Dieu, alors que ça peut être aussi, c'est la liberté de conviction, ça peut être aussi pas d'appartenance au parti communiste ou des choses comme ça, ça englobe aussi ces parties-là. Oui, bien sûr. Mais le moment de l'adhésion, si vous voulez, les adhésions, ce que j'appelle les adhésions irréfléchies, ce sont les adhésions auxquelles on croit pouvoir s'identifier. Tu n'es pas nécessairement tel que tu crois que tu es. C'est ça le discours de l'école, que l'école devrait tenir, ou du moins qui devrait être entendu par l'élève à l'école. Et c'est pourquoi l'école doit offrir une double vie à chaque élève. Voilà. Donc le modèle de la tolérance, je reviens à votre question, le modèle de la tolérance au sens politique, de l'association politique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il peut admettre la non-croyance. Locke ne l'admettait pas.
mais d'autres modèles l'admettent. Bon, nous connaissons énormément de sociétés, d'associations politiques qui sont tolérantes et qui admettent la non-croyance. Mais il rattache l'association politique à un modèle fiduciaire. Bon, ça, on l'a vu dans notre premier entretien. Il n'accorde pas la même considération aux non-croyants qu'aux croyants. Et enfin et surtout, il raisonne en termes de collection. Il raisonne en termes de collection d'appartenance. On fait la liste des appartenances, des religions, enfin, en gros, des communautés religieuses, des différentes façons de croire, et on va essayer de les fédérer. Ça, c'est le modèle de la tolérance. C'est un modèle donc qui additionne les communautés et qui va essayer donc de les faire vivre ensemble. C'est ça, le vivre ensemble. C'est donc c'est de l'interconvictionnel. De l'interconvictionnel qui peut éventuellement admettre, à titre d'une conviction comme une autre, la non-appartenance, la non-croyance. Ça, c'est par exemple le système belge, est comme ça. Ce sera aussi le discours de Jean Bobéro, par exemple. Oui, il va pouvoir défendre cela. Enfin, il dira qu'il y a plusieurs formes de laïcité, qu'il y en a, je ne sais pas combien, 7, il en trouve 7. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a là, ce moment de respiration fondamentale, ce moment de vide. Alors, bien sûr, on pourra se moquer de moi, on va se moquer de moi en disant c'est abstrait. Oui, heureusement que c'est abstrait, parce que l'abstraction pour le citoyen est un refuge, et aussi pour les femmes, surtout pour les femmes. Heureusement qu'il y a des droits abstraits. Bon. On va me dire, le vide, donc vous êtes dans le vide. Qu'est-ce qu'on fait dans le vide? La colombe légère, etc. Bon, c'est un vide nécessaire. Je donnerai l'exemple. Alors, nous sommes face à une bibliothèque en ce moment. La bibliothèque, elle est pleine. À craquer. Et une bibliothèque, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des espaces vides. Il y a toujours le livre auquel je n'ai pas pensé. Le livre possible. Le livre possible. Donc, nos bibliothèques chez nous sont saturées. La bibliothèque idéale, non seulement elle n'est pas saturée, mais elle n'est pas saturable. Il faudrait la penser comme non saturable. Il y a toujours un manque. Il y a toujours un manque de ce que je ne sais pas, d'un ailleurs. D'un ailleurs. Et donc, si vous voulez, nous avons une association politique qui va se penser de cette manière-là. Donc, la laïcité ne va pas être une conviction parmi d'autres. Le droit de non-appartenance ne va pas être un droit parmi d'autres. Ils vont être la condition de possibilité, comme de la même manière que je pense une bibliothèque idéale avec des vides constitutifs. Ou une pensée qui se déploie. Ce n'est pas une pensée qui va être pleine et combler les vides. C'est une pensée qui sera en permanence en recherche d'elle-même. Oui, ça fonctionne aussi comme ça dans le fonctionnement critique. Tout simplement. Et comme ça. C'est une autre comparaison plus raffinée que celle de la bibliothèque réelle, mais j'aime bien la comparaison de la bibliothèque réelle parce que nous en voyons aussi la difficulté empirique. Comment faire? Il faut un univers infini pour faire une bibliothèque idéale. Il faut qu'elle ait que la longueur des rayonnages soit absolument incommensurable. Eh bien, le système de laïcité va mettre au cœur de l'association politique ou comme fondement de l'association politique ce moment où l'ailleurs est toujours possible. Bon, et là, je prends... Alors, c'est pour ça que c'est vrai aussi au niveau de l'individu. Alors, écoutez, il faut que je vous lise une phrase que je cite souvent. Je l'ai trouvée dans le Figaro Madame, en octobre 2020. Belle référence. Le rabbin Delphine Horviller a été interrogée par le Figaro Madame. Et voici ce qu'elle a dit. « Je me sens profondément attachée à la laïcité parce qu'elle est un cadre qui permet qu'aucune conviction ne sature l'espace public dans lequel je vis. La laïcité est une garantie d'oxygénation permanente parce qu'il y a toujours un espace autour de moi qui reste vide de ma croyance et de celle de mon voisin. » C'est formidable, c'est magnifique ce qu'elle dit là. Et je retrouve ici une idée que je me suis dit, mais elle le dit mieux que moi, c'est cette non-saturation qui va constituer l'association politique, qui va être... elle n'est pas seule, elle n'est pas la seule, le seul élément constituant, mais c'est très important. Et ce qui fait que quand
Moi, par exemple, mes grands-parents italiens, quand ils sont arrivés en France, c'est ça qu'ils ont ressenti dans les années 20-30. C'est ça qu'ils ont ressenti. Ils ont senti qu'on ne les fixait pas à leur identité de macaroni, de catholique, etc. Ils fuyaient, bien sûr, le fascisme de l'Italie de Mussolini, mais ils fuyaient aussi les curés. Bon. Et donc, on leur aurait dit, bah tiens, tu vas faire de l'italien, on va t'apprendre. Non, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas de ça qu'ils voulaient. Et ils avaient ce sentiment d'une respiration. Est-ce que pour autant, ils ont désappris à faire la cuisine italienne? Est-ce que pour autant, ils ont désappris l'amour des voitures? Est-ce que pour autant, ils ont renié leur culture chrétienne? Ils n'étaient plus croyants, mais ils n'ont jamais renié leur culture chrétienne. On plaisantait, on lisait les textes. Bon. Est-ce que pour autant, ils ont renié la langue italienne? Ils ne l'ont pas reniée. Ils l'ont réapprise. Parce qu'ils sont arrivés dans un pays où il y avait une langue qui était la langue que tout le monde comprend mais que personne ne parle, à savoir la langue française, celle de l'école. Racine apprenait aux comédiens à faire les liaisons. Ça veut dire que la langue qu'on parlait au théâtre, c'est une langue que personne ne parlait, ni à la cour, ni à la ville, mais que tout le monde pouvait comprendre. Donc ils ont réappris l'italien, non pas comme un ensemble de dialectes, parce que c'était la réalité, mais comme une langue littéraire. Ils ont redécouvert ou découvert vraiment l'italien, celui de Dante et des écrivains contemporains maintenant, du XXe siècle, du début du XXe siècle, par le passage à l'école française, qui ne leur a pas appris l'italien, mais qui leur a appris ce que c'est qu'une langue au sens de la littérature universelle. Voilà comment ça fonctionne. Alors, j'ai toujours cette citation de Delphine Orwiller avec moi, parce que je trouve qu'elle a très très bien caractérisé ce moment, cet espace non seulement non saturé, mais non saturable. Oui, mais ce qui me gêne un petit peu dans cette citation, qui est très belle en elle-même, c'est ce rapport au vide, en fait, qu'on comprend très bien, qui est une sorte de déséquilibre permanent, d'intranquillité. Mais il me semble que c'est un principe qui est plein, en fait. C'est pas du tout un vide. À propos de tout ce dont vous parlez, Castoriadis parlerait du principe d'autonomie. Oui. C'est-à-dire le principe de recherche de ses propres lois, ses propres nomos, de ses propres principes, de ses propres valeurs, et une émancipation de ces hétéronomies, ce que vous appelez les appartenances, en fait, qui ne sont pas choisies, où il y a une source en dehors de la société, en dehors de l'individu, qui le déterminerait. Voilà. Et ce principe-là me semble un principe qui est plein, qui n'est pas vide du tout. C'est-à-dire inviter tous les individus et les collectivités à poser un moment réflexif, un moment d'autocritique, un moment où on peut libérer une imagination qui jusque-là a été bridée à cause de cette hétéronomie, me semble un principe qui est plein. Et alors je profite aussi pour aborder la chose sous l'angle de l'athéisme. Tout à l'heure, vous présentiez l'athéisme comme un refus, comme une absence de croyance. Il me semble que l'athéisme est au contraire la quintessence du principe de l'autonomie. C'est-à-dire, un athée qui quitte une religion, si c'est pour retomber dans une idéologie, une quasi-religion, je pense au marxisme bien sûr, mais il y en a une quantité d'autres, il n'a pas fait un grand mouvement. Le vrai mouvement, ce serait la capacité à combattre en permanence les propres déterminismes dont il est l'objet et à se poser, alors non pas en permanence, vous parlez de respirer l'oxygène, on ne peut pas le faire en permanence, mais régulièrement arriver à se poser et à entrevoir la possibilité d'une réinstitution, d'une auto-institution. Ça peut être un moment de transformation sociale dans une société, ça peut être un moment d'éveil dans une vie humaine, etc. Ça me semble un principe qui est plein, qui n'est pas vide.
voyez. Alors c'est comme sur le mot appartenance. On peut pas. C'est possible. Nous avons des appartenances premières et puis nous avons une appartenance au sens politique qui est construite à partir de la réflexion, de l'écart, du débat démocratique. Bon, là, je vais vous répondre la même chose. C'est pas la même conception du vide et du plein que vous me proposez. Bon, ce que je veux dire quand je parle de vide. Mais vous posez d'ailleurs, en fait. Orwiller, elle parle pas de vide, elle J'ai parle l'impression que d'oxygénation. vous Elle posez parle d'oxygène. en négatif de la religion. Non, Vous voyez ce que je veux dire? c'est pas comme ça que je vois les choses. Non, j'imagine bien. Je considère que ce que je veux expliquer, c'est que dans cette idée d'espace vide. Bon, dans les bibliothèques, il faut un espace vide pour y caser quelque chose. Mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Encore que, on verra tout à l'heure, peut-être, j'essaierai d'en déduire d'autres choses. Ou non, parce que on n'est pas obligé d'être tout le temps, de respirer tout le temps de l'oxygène, d'être tout le temps intelligent, d'être tout le temps un citoyen. Bon, et la laïcité aussi, elle est limitée. C'est un principe limité. Il faudra y venir parce que c'est très important quand même. Sinon, on est sur les sommets, là, on respire que de l'oxygène, c'est très fatigant. Bon, donc c'est pas le danger qui nous menace quand même aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'agit quand je parle de vide, je parle de faire le vide de ses adhésions immédiates. Il y a un moment où on demande aux citoyens de faire comme s'ils n'avaient pas d'adhésion immédiate, de suspendre. C'est une suspension. Bon, donc, alors que ce soit du vide, là, certainement pas au sens propre du terme. Bon, et bien sûr, à quoi ça sert? Ça sert à construire. Ça sert à construire l'association politique. C'est en ce sens que vous dites il y a du plein. Mais ce plein, il est problématique. Il est critique, bien sûr. Et de la même manière que je vais remplir les cases de ma bibliothèque qui sont vides en réfléchissant aux livres que je vais acquérir, que je vais acheter. Bon, donc c'est ça que je veux dire par le terme de vide. D'ailleurs, Orwiller, je pense elle dit un espace autour de moi qui reste vide de ma croyance. C'est important, de ma croyance. Et de celle de mon voisin. Pas seulement de celle de mon voisin, mais aussi de ma croyance propre. Et donc, ça se transpose au niveau de l'individu. Le travail sur soi-même, c'est un travail qui demande, pour que le citoyen advienne, c'est un travail où on doit prendre distance avec soi-même, avec ses adhésions immédiates. On n'arrive pas garni. On n'arrive pas garni. Il y a une sorte de nudité du citoyen. Alors oui, c'est abstrait. Mais sans cette abstraction, je n'arrive pas à penser la laïcité. Et je recours à cette abstraction. Je ne dis pas que c'est abstrait, je dis que ça fait appel à un principe qui est très concret, au contraire, le principe de la réflexivité. Et l'appel à un vide, il y a quelque chose de très bouddhique et qui peut être très bien, mais Orwiller, elle parle d'un espace qui est vide de sa croyance, mais c'est un espace qui en fait est plein d'une autonomie auquel l'individu est invité. Mais oui, mais d'ailleurs, elle ne cesse d'en parler et de se donner beaucoup de mal pour l'expliquer. Mais se demander même si sa croyance est vraie, si elle veut dire quelque chose, s'il y a un être surnaturel au-dessus d'elle qui a des droits. Mais, du reste, je crois qu'elle fait suffisamment d'interventions en ce sens pour que vraiment on y reconnaisse la constitution du citoyen. Bon, je crois qu'elle l'a décrit très bien. Alors maintenant, tout ce qu'on a dit là, au fond, c'est relatif à ce que j'appellerais le fondement de la pensée, du noyau philosophique de la laïcité. Maintenant, la puissance publique, l'association politique en tant qu'elle est politique, elle va s'installer sur ce moment fondamental, ce que j'appelle l'espace zéro. J'appelle ça l'espace zéro. C'est la même chose. Le zéro, c'est pas rien. Et non, c'est pas rien du tout. Non, le zéro, c'est ce qui permet de compter. Oui. Donc là, c'est un collègue de l'université de Princeton qui m'a fourni cette comparaison avec un système de numération. J'avais fait une conférence sur la laïcité aux étudiants de Princeton. Il m'avait invité pour ça. Et il a résumé à la fin en disant, écoutez, nous, les anglo-saxons, si on prend un système de numération, nous commençons à compter par 1. Les Français commencent par 0. Le 0 va permettre de déployer l'ensemble des nombres. Bon, là, le système de comparaison a sa limite, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Alors, le 0, est-ce qu'on va l'imposer à tout le monde, partout et tout le temps? On va l'imposer
au citoyen en tant qu'il est législateur. Le citoyen, en tant qu'il est législateur, doit se sentir tenu de réfléchir en termes de et si c'était un autre ? Et si c'était un autre, c'est je fais le vide de ma croyance et de tout autre. Mais est-ce qu'on va l'appliquer tout le temps ? Est-ce qu'on va tout le temps respirer de l'oxygène ? Non, bien sûr que non. C'est celui sur lequel s'installe la puissance publique. La laïcité est limitée. Le principe de laïcité est limité au champ d'application de la puissance publique. Et la puissance publique ne s'applique pas à tout. Alors, tout n'est pas politique. Mais justement, vous parlez du zéro. Les nombres étant des différentes religions. Est-ce que le zéro n'est pas l'athéisme ? Ou si je pose la question autrement, est-ce que la laïcité n'est pas le règne d'un État athée, mais qui n'a pas imposé son athéisme, mais qui pose un monde athée ? Alors là, nous sommes dans le domaine oral. J'écrirais athée de deux manières, si j'écrivais là. La laïcité n'a rien à voir avec un athéisme au sens habituel du terme. Ce n'est pas une doctrine athée. La laïcité ne dit pas il n'y a pas de puissance divine. La laïcité ne dit pas il n'y a pas de transcendance. L'État dit ça. Non, l'État ne dit jamais il n'y a pas de transcendance. Oui, pardon, il ne dit dit pas. Il dit je n'ai pas besoin ça. de la transcendance pour être et pour être pensé. C'est ce que dit un athée. Non. Un athée va beaucoup plus loin. L'athéisme comme doctrine va beaucoup plus loin. Il ne dit pas... Ça, c'est ce que dit un agnostique. Mais un athée va beaucoup plus loin. Il a une doctrine sur la non-existence d'une puissance divine, etc. Et c'est une adhésion. Alors donc, j'écrirai la puissance publique installe un dispositif athée, mais il faut faire un trait d'union entre le préfixe et le mot. A, trait d'union, T. Donc c'est encore du négatif. Je n'ai pas besoin... C'est le A privatif. Je fais l'économie du moment d'adhésion, quel qu'il soit. Du moment d'adhésion préalable, qui soudrait les citoyens, qui ferait le ciment social. Autour d'une transcendance. Voilà. Comme si c'était une transcendance, qui aurait les mêmes fonctions qu'une transcendance, qui serait à l'extérieur. Voilà, c'est en ce sens que nous avons un rapport, non pas à l'athéisme, mais au moment où on évacue, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans la première partie, un minimalisme, au sens logique du terme. Je n'en ai pas besoin. Mais maintenant, ça n'épuise pas la vie sociale. Ça n'épuise bien entendu pas la vie individuelle, mais ça n'épuise pas la vie sociale. Donc je reviens à l'idée que je suis en train de mettre en place, à savoir la laïcité ne s'impose pas dans tous les secteurs de la vie. Sinon, effectivement, ce serait un intégrisme, au sens strict du terme, à savoir, on vous demanderait alors... Bon, alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pratique ? La laïcité va concerner la puissance publique. La puissance publique, donc, va dire, moi, je n'ai pas besoin de cette transcendance, je n'y touche pas et je n'en parle pas. On fait comme si elle n'existait pas. Non, parce que je vais terminer là sur ce point. Non, on ne fait pas comme si elle n'existait pas. On n'en a pas besoin pour faire la loi. On n'en a pas besoin pour faire la loi. Mais on n'est pas tout le temps en train de faire la loi. On n'est pas tout le temps dans l'ordre politique. Mais on n'en a pas besoin pour faire la loi. Et la réciproque, ou la conséquence, c'est que la loi s'impose à tous. Ça, c'est bien connu. C'est la loi civile qui s'impose et elle prime sur la loi religieuse quand elles se contredisent. Ce n'est pas toujours le cas. Et il n'y a pas de reconnaissance de la loi religieuse. Il n'y a pas de reconnaissance. Voilà. Alors c'est là que la loi de 1905 est parfaitement claire. La République ne reconnaît aucun culte. C'est pas l'athéisme, ça, pour vous ? C'est pas l'athéisme. Elle les connaît. Oui. Elle les connaît. Oui. Il va bien falloir réglementer les processions, les choses comme ça.
va bien falloir, lisez la loi de 1905, il y a toute une partie, bon, il a fallu régler la question de la propriété, régler la question de des rapports des croyants et des non-croyants entre eux, etc. Donc elle les connaît. Quand on lit l'article, je crois que c'est l'article 31 qui dit celui qui aura forcé un autre à adopter ou à ne pas adopter une croyance religieuse par la force, par l'intimidation, le chantage, etc. Enfin, je ne le connais pas l'article par cœur, sera puni, etc. Donc nous avons ici, la puissance publique s'installe sur la laïcité, mais elle n'est pas illimitée, c'est limité. Voilà. Elle est auto-limitée. Voilà. Et d'autre part, tout le reste, eh bien, est parfaitement libre. Donc, pas de signes religieux, pas d'allusions religieuses dans les discours. Les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, vont s'abstenir de toute manifestation religieuse d'adhésion. Les professeurs de l'enseignement public vont devoir observer c'est pas forcément une abstention. C'est pas forcément une abstention. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas parler de religion à l'école publique. Ça veut dire que vous allez... Bon, je donne cet exemple. Si vous commentez... Je reviens à la philosophie de l'art, là. Si vous commentez le Jésus guérissant les aveugles de Poussin, vous pouvez le faire devant une classe, devant des étudiants. Mais vous n'avez pas à leur dire « Jésus est un prophète, on croit à ceci ». Non, on va se demander pourquoi il a une robe jaune. On va se demander si c'est à Jéricho ou à Capharnaüm. Bon, comme on se demande si telle ou telle scène d'un tableau mythologique est dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une abstention. C'est un moment de distinction. La puissance publique, c'est ce qu'on appelle le principe de laïcité, ne s'engage pas dans l'ordre des croyances, elle n'en parle pas au sens où ce sont des croyances, et de la même manière pour les incroyances. Voilà. Donc, mais tout le reste libre. Mais pour vous, c'est pas un athéisme, je suis désolé. Non, c'est pas un athéisme institutionnel. Pas du tout. Non, parce qu'un athéisme institutionnel, il y aurait des articles de foi. Un agnostisme. Non, il y a pas. Non, même pas, parce qu'il n'y a pas de doctrine. C'est l'athéisme. Il n'y a pas de doctrine. Alors vous allez dire que je suis négatif d'un bout à l'autre. Ben oui, sans doute. mais il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas une philosophie officielle. Et c'est pas athéisme, ça? Non, je pense pas. Je vais revenir sur le connaître et reconnaître, la différence entre les deux, parce que justement, il y a avant la laïcité, il y a le concordat avec la reconnaissance, par exemple, de la religion protestante et catholique et juive. Et du coup, avec l'apparition de nouvelles religions qui n'étaient pas sur le territoire français, comment la laïcité, donc par exemple, si on s'arrête à la loi 1905, il y a des choses très claires qui ont été écrites sur la religion, sur les églises qui vont être tenues par les... Et comment, justement, on fait pour... si on on peut pas connaître toutes les religions, il y a énormément en plus, ça... Il y a aussi toutes les croyances, les nouvelles croyances qui ne sont pas forcément affiliées à des religions, des sectes, et je pourrais par exemple des gens qui sont dans une croyance complotisme, etc. Ça peut être très, très divers. Et justement, comment on fait pour connaître et défendre certains points de vue sans rentrer sans hiérarchiser, en fait, quelque part. D'accord. Là encore, le mot « connaître » signifie simplement que ces croyances, ces religions, ces adhésions se manifestent à la puissance publique. Si elles ne se manifestent pas, elles se manifestent par des rites, par des démonstrations publiques. Il faut régler tout cela. C'est dans ce sens qu'on parle de connaître. Mais reconnaître, c'est donner une efficience politique. C'est donner une efficience politique, si faible soit-elle, à un groupe ou à des groupes. Donc ça, c'est le système de tolérance. Vous énumérez tout ça. Alors, vous savez bien que le concordat, une partie de la législation d'Alsace-Moselle conserve cette disposition, mais il est clair qu'elle ne peut pas être étendue. Le Conseil constitutionnel a toujours refusé son extension à d'autres religions et son extension territoriale.
Donc on a ici une bulle, simplement, de ce point de vue-là. Bon. Alors, là, le terme connaître, c'est pareil. On a passé pas mal de temps à éclaircir le sens des termes pour les uns et pour les autres. Connaître, ça veut dire que ça se manifeste. Alors, ça peut se manifester de manière publique, procession. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme avec une organisation syndicale. On va dire, voilà, vous nous donnez le plan, le déroulement, ce qui va se passer, etc. Bon, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer aussi que ça se manifeste par des actes qui sont contraires à la loi. Ben là, on va pas les punir parce que ce sont des actes religieux, mais parce que c'est contraire à la loi. Les sacrifices humains sont interdits. Bon, imaginons que nous ayons une religion qui pratique les sacrifices humains. Bon, ben, il faut qu'il y ait plainte, évidemment, il faut que ça soit connu. Bon. Mais la question se pose pour les mutilations sexuelles, pour les choses comme ça. Voyez. Bon, donc connaître au sens politico-juridique du terme, bien sûr. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a un bureau des cultes au ministère de l'Intérieur, tout le monde le sait. Bon, alors, est-ce qu'on arrive à discuter plus facilement ou plus difficilement avec les uns, avec les autres? Ça, c'est une question il faut mener cette politique. Mais on ne mène pas une politique laïque lorsque on réunit les cultes en leur disant « on vous demande votre avis pour faire la loi sur la fin de vie ». Voilà. Non, ils le font connaître, leur avis, de toute façon. Et les citoyens, les uns appartiennent à telle ou telle religion, les autres appartiennent à une autre religion. Les citoyens s'inspirent aussi de leurs propres convictions pour demander, pour proposer des lois. Ils forment des groupes politiques. Les partis politiques sont traversés par tout cela. La vie politique n'est pas une vie on la vit pas dans le vide. Hein, pour reprendre une chose un point que nous avons abordé. Bon, donc la puissance publique applique et s'applique à elle-même le principe de laïcité. Alors on confond souvent laïcité et principe de laïcité. Mais le régime de laïcité ne comprend pas seulement le principe de laïcité. Il y a aussi tout ce qui n'y est pas. C'est-à-dire que nous avons une dualité. Sans la dualité, nous aurions quoi? Nous aurions soit une laïcité qui envahit tous les secteurs de la vie, ce serait un intégrisme. Ce serait par exemple, l'idée que quand on demande qu'il n'y a aucun signe religieux que les gens ne portent aucun signe religieux dans la rue, ça réglemente la vie. Ça va au-delà du principe de laïcité. Vous avez écrit un article là-dessus, effectivement, qui est intéressant sur l'interdiction du voile islamique, du hijab dans la rue. Et vous dites que ce n'est pas une chose qui relèverait de la laïcité. Non, effectivement. Ça peut relever alors, bien sûr, on a le droit de le critiquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'agenouiller devant. Enfin, on peut l'interdire, mais ce ne sera pas au nom de la laïcité. Si on l'interdit, ça ne sera pas une disposition laïque, ça c'est sûr. D'autres principes. On va interdire le port de signes religieux pour les agents publics, pour l'école, pour les élèves, j'y viens. Donc on a dit qu'on y viendrait finalement. Mais vous voyez, nous avons cette dualité. Principe de laïcité, principe de libre affichage, hein, on va l'appeler comme ça. D'ailleurs, ça va sans le dire. C'est la liberté qui prime. Le principe de laïcité va empiéter sur la liberté des agents publics pendant un certain temps. Un agent public n'est pas tout le temps un agent public. Moi, quand j'étais professeur, quand je sortais du lycée, je redevenais un citoyen ordinaire, une personne ordinaire qui avait le droit de manifester ses opinions, etc. Mais je ne pouvais pas le faire devant mes élèves. Et vous remettiez votre hijab. Voilà. si je l'avais porté, pourquoi pas. Mais bon... Je dois dire que là, vous me poussez un peu loin. Hein, vous me poussez un peu loin. Mais je ne l'aurais pas mis. Alors, de la même manière, cette liberté, elle va dans les deux sens. Vous prenez l'exemple du port d'un signe religieux comme le voile islamique. D'abord, toutes les musulmanes ne le portent pas. Ça, j'insiste beaucoup, parce que quand même, on ferait bien de s'intéresser à celles qui ne le portent pas et qui se battent ici et ailleurs au péril de leur réputation ici, de leur intégrité physique souvent, même ici, et de leur vie. Et pire encore, les ex-musulmanes qui ont quitté l'islam. Voilà, on en parlait tout à l'heure, on en parlait précédemment, le droit de changer. Bon, alors bien sûr, mais
ça va dans l'autre sens aussi. Ça circule dans les deux sens. Parce que c'est permis, c'est pas forcément respectable. J'exerce ma liberté dans la société civile, donc on va distinguer l'autorité politique, le domaine de la puissance publique, et puis la société ordinaire, le domaine social. Dans cette société ordinaire, dans la rue, je sais pas, une salle de conférence, une salle de spectacle, etc., c'est la liberté qui prime dans le cadre du droit commun, bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi. Même dans le domaine privé, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Bon, ça va dans l'autre sens. Ça, on oublie toujours que ça va dans l'autre sens, à savoir que ce signe religieux que certains ont le droit de porter, qu'il est licite de porter, mais il est licite aussi de dire tout le mal qu'on en pense. Mmh. On n'a pas à s'agenouiller. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, le port du voile islamique, moi, ça me révulse en tant que personne ordinaire. Donc, je ne me gêne pas. On a le droit de leur faire la gueule, quand même. Hein, mais en tout cas, elles ont le droit de le porter. Là, ça rejoint la question de Michael tout à l'heure, quand il parlait de la laïcité comme un compromis historique entre les tendances religieuses et les tendances non religieuses, et un compromis qui aujourd'hui est remis en cause. Il y avait un modus vivendi en 1905. Ce que je viens de décrire n'est pas de l'ordre du compromis, c'est de l'ordre de la distinction des principes. Hein, mais vous évoquez un certain rapport de force. C'est ça que j'appelle la respiration laïque. L'agent public qui est tenu à la discrétion et même à l'abstention de manifestations religieuses dans l'exercice de ses fonctions, une fois qu'il est sorti, il récupère sa pleine et entière liberté d'expression et d'affichage. Ça, c'est une respiration. Il faut que chacun puisse avoir cette expérience. Et c'est là qu'on peut en venir à l'école. Alors, j'ai perdu le fil de votre question, là. On parlait de compromis historique entre les tendances religieuses et les tendances laïques, justement, et qui sont aujourd'hui remises en cause. C'est-à-dire que la laïcité n'est compris pour un militant islamiste, et Dieu sait qu'il y en a, si j'ose dire. La laïcité n'est comprise que comme un compromis transitoire qui lui permet de s'exprimer en attendant de conquérir la totalité de l'espace public. Oui. Oui, mais il ne s'agit pas de conclure un compromis avec des tendances religieuses qui sont de plus en plus envahissantes, qui s'imposent, qui considèrent qu'une population leur appartient. Là, on revient à l'appartenance, hein, c'est bien au sens strict alors cette fois-ci. Il n'y a pas à composer avec cela, il faut appliquer les lois laïques. Il faut les appliquer dans toute leur rigueur. Et c'est pour ça que l'école est le point de friction le plus visible. Mais probablement, il n'est pas le seul. Le problème, c'est que l'application des lois dépend également de l'attitude très concrète des gens au jour le jour. On peut interdire énormément de choses, notamment pour le mobile, risque de troubles à l'ordre public. Oui. Ça, c'est typiquement le genre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'un légalisme en disant juste il faut appliquer la loi. La loi est appliquée à certains moments, à certains endroits, aussi en fonction d'un rapport de force qui est très, très concret. Vous parliez du voile. Il y a des endroits où c'est très, très, très mal vu et très déconseillé de marquer un signe de désapprobation. Oui, voire même de le verbaliser. C'est même dangereux. Oui, mais ça, c'est une question aussi d'ordre public. C'est une question d'ordre public. C'est-à-dire s'il y a des endroits où la loi elle-même ne peut pas être appliquée, on a un problème d'ordre public. Bien sûr, parce qu'on a le droit d'organiser une procession religieuse, on a le droit de prêcher en public, on a le droit d'afficher des croix et de tout ce qu'on voudra dans la rue, etc. Mais on a le droit aussi de dire tout le mal qu'on en pense. Et donc, ceux qui s'expriment en disant tout le mal qu'ils en pensent doivent être aussi avoir autant de protection que ceux qui usent de la liberté d'affichage. Et là, on revient aux citoyens abstraits, entre guillemets. Vous ne croyez pas que pour beaucoup de musulmans, l'islam offre aussi une appartenance et qu'ils sont incapables de retrouver dans la société civile française ou européenne, et qu'il n'y a pas un manque là anthropologique? Écoutez, moi, je ne discute pas en termes d'anthropologie. Voilà, parce que là, vous auriez beaucoup plus de choses à dire que moi, parce que je n'ai pas cette formation-là. Mais effectivement,
comment avons-nous pu nous dessaisir de cette colonne vertébrale qui a justement, qui a rendu possible non seulement la coexistence allez, on va le dire de manière grossière, des communautés, mais la coexistence de toutes les libertés. Comment avons-nous pu nous dessaisir de cela au point que j'entends, moi, des gens éduqués, vraiment savants, dire que la laïcité, eh bien, c'est l'addition de toutes les convictions. Non. Là, il y a un manque de réflexion, il y a un manque de connaissance de ces principes. Et c'est pour ça qu'on est obligé de les expliquer maintenant. Alors, pendant longtemps, ça a fonctionné de manière implicite, de manière évidente. Alors, s'il y a une chose qui est... Enfin, une crise est toujours bonne pour la pensée. Hein. Là, effectivement, ce qui se passe, ce que vous décrivez, la crise la question du port du voile et des signes religieux à l'école a ouvert un débat. Il a fallu repenser les choses. On s'est aperçu qu'on fonctionnait sur des évidences qui n'en sont pas. À savoir dire, vous savez, l'incantation privé-public, non, ça ne marche pas. Parce que le mot public est ambivalent d'abord. Public, ça peut vouloir dire ce qui participe de l'autorité publique, donc de la puissance publique, mais ça peut vouloir dire aussi ce qui est accessible au public. Donc, la rue, c'est un espace public au deuxième sens du terme. Le discours des magistrats, c'est l'espace public au premier sens du terme. Le corpus de la loi, c'est un objet public au premier sens du terme. C'est du droit public. Les juristes diraient c'est du droit public. Mais vous voyez, tant qu'on s'en tenait à des incantations comme ça, moi, il y a une expérience qui a été une sorte de révélation pour moi. En 2009, il y a eu je ne sais pas si vous l'avez connu, l'affaire du gîte d'Épinal. Ça a défrayé la chronique à un moment. Alors, le gîte d'Épinal... Oui, c'est une femme qui tenait un gîte, voilà, qui a empêché des femmes voilées d'y avoir accès. Une propriétaire d'un gîte, je crois que c'était un gîte rural ou quelque chose comme ça, donc il y avait une table d'hôtes. Elle a empêché 2 femmes voilées de porter le voile à l'intérieur du gîte. Elle voulait les empêcher. C'était probablement des provocatrices parce que c'était connu. Peu importe. Alors là, il y a eu tout un débat dans ce qu'on appelle les milieux laïques. Les milieux laïques, oui, c'est en public, elles ne peuvent pas porter le voile. Si, elles pouvaient le porter. Bien sûr que si, c'est la société civile, c'est la société au sens social du terme. Ce n'était pas une cantine scolaire. Donc elle a été lourdement condamnée. Et nous avons des associations de militants laïcs qui l'ont encouragée et qui l'ont amenée vraiment à cette conclusion très dommageable pour elle. À partir de là, il a fallu réfléchir. Elles pouvaient porter leur voile, que ça lui plaise ou non. Bien sûr qu'elles pouvaient le faire. Mais elles devaient pouvoir aussi subir et supporter, tolérer les critiques, les plaisanteries, pas toujours de bon goût forcément, mais en tout cas, ça fait partie de la liberté. Voilà ce qui pouvait déclencher, ce qui a été pour moi quelque chose de déclencheur, vous voyez, cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le principe de laïcité est limité, son champ d'application est limité, et partout ailleurs, dans l'illimitation de la société civile, c'est le principe de libre affichage qui s'applique. C'est tout. Voilà. Alors, voilà, ce sont des choses comme ça. Alors, il y a eu un réveil de la pensée laïque parce qu'il y a eu des tests, parce qu'il y a eu ces moments où il y a eu des tentatives pour ébrécher. Et qui continuent. Vous en parlez au mais, passé, mais bien sûr, mais elles a par exemple de plus en plus grosses. Les sportives qui mettent le voile maintenant dans leur pratique bien sûr. handball, je crois. Mais vous en aurez d'autres. La baya, vous savez. Alors, on n'a pas parlé de l'école, qui est un cas particulier, mais un cas vraiment significatif. Moi, en tout cas, ce que je voulais insister sur cette idée, c'est que le régime laïque, il y a une partition
au sens musical du terme presque. Il y a une partition. Nous avons le domaine de la puissance publique qui est vraiment soumis au principe de laïcité au sens strict. C'est-à-dire que, par exemple, un agent public, même s'il n'est pas en présence du public, doit respecter ce principe de laïcité. Et puis, l'autre aspect, ce qui en découle, parce que ce qui est permis justement par cela, nous avons le zéro et puis nous avons le déploiement de toutes les possibilités, y compris les possibilités critiques, caricaturales, méchantes, etc. Bon, pourvu que ça n'aille pas jusqu'à l'insulte, etc. Donc on peut critiquer, même se moquer, ou dire les pires des choses au sujet d'une religion, mais pas au sujet des personnes. Mais ça, c'est la loi. C'est pas une loi spécialement laïque, mais c'est encadré par le droit commun. Donc ça, c'est très important. Le régime laïque, le principe de laïcité n'épuise pas le régime laïque. Il en est le moment fondateur. Mais se déploient dans la société civile toutes les possibilités dans le cadre du droit commun. Voilà, je suis Charlie à cause de ça. Voilà, c'est le sens même du slogan « Je suis Charlie ». Charlie a le droit de s'en prendre, d'ailleurs s'en prend, je crois, plus souvent au christianisme et au catholique qu'à l'islam. Oui, mais dans les faits, là c'est intéressant parce que dans les faits, il n'y a plus de caricature de Mahomet. Alors que dans la loi, c'est toujours permis. Bien sûr. Mais ça, c'est un problème d'ordre public. C'est pas un problème de laïcité au sens strict, puisque le dispositif laïque existe. Oui, mais justement, est-ce qu'à l'inverse, vous ne pensez pas que le surinvestissement de la question laïque, de la laïcité plutôt, d'ailleurs qui est passé en quelques décennies de la gauche à la droite, c'est très singulier, que le surinvestissement de la laïcité n'est pas aussi un refuge identitaire, c'est-à-dire que c'est devenu non pas ce dont vous parlez, mais beaucoup plus une volonté de sortir du zéro et de dire non, nous sommes autre chose qu'un simple espace vide qui vient être rempli par les croyants des uns et des autres. Tout à fait. Eh bien, j'en viens à une conséquence de cette dualité du régime laïque. Si cette dualité est effacée, et il y a deux manières de l'effacer, si on prend les principes, si on prend le fonctionnement, eh bien, il n'y a plus de laïcité. Bon, alors, prenons les deux principes, prenons les deux composantes de cette dualité. Si vous considérez que la laïcité doit s'appliquer partout, à tout le monde, tout le temps, eh bien, nous avons un système d'uniformisation d'État. Un système d'uniformisation d'État. Alors, pas de signes religieux dans la rue, pas de déclaration religieuse, discrétion obligée pour tout le monde, etc. Ça, c'est une uniformisation d'État. C'est facile à voir. C'est une dérive. Bon, maintenant, je prends l'autre possibilité. Vous voyez, ça, c'est mon côté structuraliste. C'est comme ça que j'ai aussi travaillé sur l'opéra français, avec je fais des tableaux, etc. C'est le même mécanisme, mais vous obtenez une figure opposée, à savoir, vous prenez le principe d'expression, de libre affichage, et vous l'appliquez aussi à la puissance publique. Et là, vous obtenez effectivement un régime, au mieux un régime de tolérance, la plupart du temps, un affrontement et une communautarisation du corps politique. Nous n'avons plus de corps politique laïque. C'est tous contre tous. Bien sûr. Mais c'est aussi une uniformisation. C'est une uniformisation, non pas d'État, mais une uniformisation par molécule. C'est-à-dire que chacun est renvoyé à son appartenance. Chacun est renvoyé à son appartenance, chacun est tenu d'afficher quelque chose. Chacun est pris par la communauté à laquelle on considère qu'il doit appartenir. Donc nous avons une uniformisation par communauté. L'uniformisation ce que j'appellerais l'extrémisme laïque, la première, c'est facile à comprendre. Bon, plus rien ne dépasse. Bon, c'est le désert de l'opinion religieuse en particulier. Mais l'uniformisation par extension
du principe de libre affichage, y compris à la puissance publique, c'est la communautarisation du corps politique et c'est une uniformisation sur le modèle du patchwork. Vous avez des molécules et il n'y a plus d'atomisme. L'individu est rattaché à une appartenance. Il n'y a plus d'individu, en voilà. fait. Et donc, qu'est-ce que va faire l'école? On n'est pas venu encore à la question de l'école. Qu'est-ce que va faire l'école? L'école, bien sûr, si vous prenez les choses du point de vue des principes, et ça, on nous l'a dit en 89, au moment où on a fait le texte dont on parlait au début de notre premier entretien, le texte prof ne capitulons pas les 5 signataires. On nous a dit, ah oui, mais attendez, la laïcité, c'est uniquement la puissance publique. Donc, à l'école, c'est pour les instituteurs, c'est pour les professeurs, et pas pour les élèves. Les élèves sont de l'autre côté. C'est intéressant comme objection. L'objection des demi-habiles. L'objection des demi-habiles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi va-t-on demander aux élèves d'observer une discrétion qui s'apparente au principe de laïcité? Ce n'est pas tout à fait le principe de laïcité qu'on leur impose, puisqu'ils ont droit à des signes discrets, etc. Et puis, il y a la liberté d'expression dans certaines conditions. Mais on va... C'est ça que la loi de 2004 a tranché. Donc, on va leur demander d'arriver à l'école. C'est le principe inverse du McDo. Mmh. N'arrivez pas comme vous êtes. Parce que comme vous êtes, vous en avez besoin de prendre une certaine distance. Qu'est-ce que c'est que cette distance? Comment est-elle justifiable? Vous voyez bien que si elle était... on proposait aux enfants une sorte de doctrine à l'école avec litanie de valeurs prêchi-prêcha, moi je ne vois pas pourquoi, ça n'a aucun intérêt. On ajoute simplement un moment d'adhésion à un autre, ou on substitue un moment d'adhésion à un autre. Ce n'est pas de ça qu'il est question à l'école, ou qu'il devrait être question à l'école. Qu'est-ce qu'on va faire à l'école? Pourquoi on va à l'école? On n'y va pas pour adopter des valeurs. On y va pour intégrer la République des lettres. Celle dont on parlait au début de notre premier entretien. C'est-à-dire... Mais qui est un ensemble de valeurs. Non, ce n'est pas un ensemble de valeurs, c'est un corpus de ce que l'humanité a fait de plus beau, de plus vrai, mais auquel on peut adhérer de ou pas. meilleur. Mais on n'est pas obligé d'y adhérer. Mais on vous demande, à l'école, on n'a pas à adhérer. La table de multiplication, je n'y adhère pas. Il n'y a rien de plus laïque que la table de multiplication. Il n'y a rien de plus laïque que le moment du savoir. C'est ça qu'on fait à l'école. Alors, vous voyez pourquoi j'ai commencé par raconter l'histoire de pourquoi je suis tombée dans le chaudron de la laïcité. C'est parce que, d'abord, j'avais écrit un Condorcet. Parce que Condorcet et un certain nombre de penseurs de la Révolution française, de l'instruction publique, ont développé l'idée que tout pouvoir, quelle que soit sa nature, quelle que soit la manière dont il a été conféré, est naturellement ennemi des Lumières, du savoir. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à l'école? Que fait-on dans une école si elle est laïque? Eh bien, on s'y confronte à ce que l'humanité a fait de vrai, à ce qu'elle a fait de beau, à ce qu'elle a fait d'universel. Alors, ça peut se discuter, le contenu peut se discuter. Et pourquoi j'ai écrit ce Condorcet? Pourquoi j'étais en colère contre la politique scolaire des premières années Mitterrand par Savary? C'est que cette politique scolaire disait non, on va faire l'inverse, on va rendre l'école, on va assujettir encore davantage l'école à la société. Elle l'est de toute façon, autant qu'elle offre une respiration. Eh bien non, on va tenir compte de ce que sont les élèves, alors qu'on devrait justement les dépouiller, les mettre à l'aise de ce qu'ils sont, y compris le fils de cadre, de médecin, etc.
pour qu'ils commencent tous en même temps. On va leur apprendre à lire, on va leur apprendre l'alphabet. Mais c'est très, très positif, c'est un ensemble de valeurs, tout ça. C'est un ensemble de principes. L'alphabet, c'est pas une valeur. Si l'alphabétisation, c'est une valeur. Considérer qu'un peuple doit être... C'est une politique, l'alphabétisation. C'est une politique. C'est une politique. Qui est sous-tendue par des valeurs, par des aspirations, par un projet de société. Ce n'est pas neutre du tout, il n'y a rien de neutre. Lorsque j'enseignais, je ne demandais pas à mes élèves d'adhérer. Je leur demandais de faire l'effort de comprendre et j'essayais de leur faire comprendre que cet effort leur donne de la force. Oui, voilà. C'est cette force. Mais de la même manière que mon professeur d'éducation physique, j'ai eu d'excellents profs de gym. Mais c'est sous-tendu par une culture, c'est sous-tendu par une adhésion à quelque chose. Mais bien sûr. Vous leur demandez de manière implicite à adhérer à quelque chose, qui est très différent, que le fait d'intégrer une communauté. Mais de fait, vous leur demandez d'intégrer la communauté des gens qui réfléchissent, des gens qui acquièrent des capacités de réflexivité, etc. Non, parce qu'en plus, cette communauté n'est pas de l'ordre clanique. C'est pas quelque chose c'est une acculturation secondaire. Si on parlait en termes anthropologiques, c'est pas une acculturation primaire. Mais c'est pas de ça que je parle, en fait. C'est pas de ça que je parle. Ce dont je parle, c'est que je ne leur demandais pas d'adhérer à tel ou tel moment explicatif. Je leur demandais simplement d'user de leur réflexion, d'user de leur travail de compréhension, et puis, oui, effectivement, de se plier à un certain nombre de disciplines. Parce que sans discipline, sans tenue, vous ne pouvez rien faire. Moi je le vois comme une adhésion temporaire. Le temps de l'école, d'adhésion à cette façon de l'apprentissage qui peut être différentes choses dans lequel on n'adhère pas, mais au moins d'adhérer temporairement à cette pause des communautés, des croyances, etc. Non, on ne demande pas d'adhérer, on demande d'y consentir momentanément. C'est un consentement. Mais ça, ce n'est pas le consentement de l'élève, c'est celui des parents. Hein? L'élève, lui, ça c'est la position paradoxale de l'enfant dans toutes les sociétés. Il y a un moment où il est pris en main, etc. Moi, je ne suis pas venue discuter de cette philosophie-là, c'est très compliqué, parce qu'il y a un moment, au fond, l'éducation à la liberté suppose un moment non libre, quand même. Bon, il y a un moment où il faut dire non, le bonbon, tu ne l'auras pas. Donc, on va pas. Ça, c'est une autre question. Et vous avez parfaitement raison de dire. Mais je ne parlerai pas en termes d'adhésion, justement, précisément pour les mêmes raisons. On ne demande pas à un enfant d'adhérer. On lui demande de devenir un élève. Ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'effectivement, il va être intégré à une petite république. La classe, il faudrait qu'elle fonctionne comme une petite république. Mais si vous dites d'emblée, si vous accueillez vos élèves en disant à chacun, toi, qu'est-ce que c'est ta religion? Toi, quelle est ta couleur de peau, etc. Si vous les catégorisez par avance, vous avez déjà renoncé à enseigner. Donc, les valeurs, dire qu'il y a des valeurs, il y a plusieurs manières de le dire, ou de le penser plutôt. Si vous leur dites, on va arriver à l'école, mais alors vous savez, ici, c'est l'école de République, on croit à ceci, on croit à cela. Ça, c'est du prêchi-prêcha. On perd son temps, et en plus, écoutez, moi, j'ai enseigné quand même pendant plus de 30 ans. Bon, franchement, quand vous cherchez à endoctriner des élèves, les esprits les plus distingués, les plus raffinés, quelle que soit leur origine, vous allez les braquer. Et ils auront bien raison de dire l'école, on perd son temps. Bon, non. Écoutez, ceux qui me connaissent vont dire ça y est, elle va citer Molière, elle va citer le bourgeois gentilhomme. Dans le bourgeois gentilhomme, Molière, elle a vu ça. Il y a une très belle scène, la scène du maître de philosophie, où M. Jourdain, qui veut appartenir à la caste des gens de qualité, suit une leçon de grammaire. Alors le maître de philosophie, tout le monde connaît cette scène. Le maître de philosophie lui apprend les voyelles et les consonnes. A, E, I, O, U, etc. Alors, bien sûr, Molière s'en moque, mais d'un autre côté, quelque chose de vrai passe, quelque chose de vrai et de profond. Monsieur Jourdain découvre que la langue qu'il parle n'est pas un idiome, mais obéit à des lois qui pourraient être celles d'une autre langue,
Et alors il s'émerveille, ah, que cela est beau. Il découvre sa propre langue sous un autre aspect, comme un objet libre, un objet absolu, un objet quasi naturel, un objet libre du savoir. Et en même temps, il se perçoit comme libre. C'est la première fois qu'il fait l'expérience de la liberté. Il n'y a pas d'expérience plus haute de la liberté que celle du moment où je comprends pourquoi je fais cette addition, pourquoi je retiens un nombre dans une soustraction, comment j'effectue tel ou tel geste. C'est vrai pour le corps aussi. Je vous ai dit, j'ai eu d'excellents professeurs d'éducation physique. Ce moment d'émerveillement, moi je l'ai vu à la Comédie Française, avec des comédiens formidables. Et une fois qu'il a compris ça, le maître de philosophie s'en va, il y a le maître d'armes qui arrive, etc. Mais Monsieur Jourdain n'a de cesse de l'enseigner à sa femme et à sa servante. Alors évidemment, comme son savoir est très limité, très très petit, il s'en mêle les pinceaux. Et il dit, mais est-ce que tu sais ce que tu fais quand tu dis « u » ? Ben, je dis « u ». À quoi cela sert-il, Madame Jourdain ? Cela vous fera une belle jambe. J'enrage quand j'ai affaire à des bêtes. Alors, il arrive jamais, il est incapable d'expliquer, évidemment, incapable. Mais il a vécu ce moment de liberté. Il a vécu ce moment de liberté, et c'est ça qu'il faut faire à l'école. Ce n'est plus de l'appartenance. Il a conçu un moment universel, républicain au sens vraiment fort du terme, de l'ensemble des esprits qui, à un moment, ont compris que 2 et 2 font 4. Pourquoi 2 et 2 font 4 ? Dans quel système, etc. Et comment fonctionnent les phonèmes dans une langue. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Catherine Kinsler. Laïcité, athéisme et auto-institution. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec Christian Godin sur la haine de la nature. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.